Alors comme prévu, on va parler du code que j'ai fabriqué qui permet de simuler le client. Ce code est disponible dans le dossier source qui est lui-même disponible dans le dossier package que vous pouvez télécharger grâce à des liens qui sont disponibles dans la description de la vidéo. Alors c'est vrai que c'est pas très orthodoxe de parler d'un code source dans une vidéo, mais ça va me permettre de vous parler des étapes que je n'ai pas pu faire dans les parties précédentes, parce que soit c'était trop redondant, soit ce n'était pas assez important. Alors les trois premières fonctions, elles vont permettre d'initialiser des variables très utiles pour la suite du programme, notamment getAccountInfo qui permet de récupérer de la part de l'utilisateur le login et le mot de passe. Ensuite, on va se connecter au serveur. Astonia IP et Astonia Port sont des constantes, donc qui représentent l'adresse IP et le port, que j'ai récupéré simplement en regardant le titre de la fenêtre du client. Ensuite, plus intéressant, la fonction Handshake Astonia Server. Cette fonction permet donc de réaliser la première partie, c'est-à-dire toute la partie connexion au serveur. C'est un petit peu le résultat de la partie 3 de ce cours. D'ailleurs, on remarque que cette fonction renvoie justement la valeur timer qui va permettre de construire les requêtes de vérification. Et enfin, on va discuter avec le serveur pour maintenir une connexion persistante. Puis, on va en quitter et désinitialiser toutes les variables. Alors, on va aller directement à la fonction Handshake Astonia Server. Alors tout d'abord, dans cette fonction, on va se charger de récupérer tout ce qui va permettre de construire les requêtes à venir. On récupère le nom de l'hôte, le nom de la socket, les clés de registre qui sont déjà traitées, le mot de passe chiffré, et ensuite, rappelez-vous, on envoie le login au serveur, on envoie le mot de passe chiffré, on envoie une requête simple sur 4 bytes, ensuite, on envoie une requête qui est le mixte entre le nom de la socket, le nom du peer, et puis une valeur traitée qui est tirée de la base de registre. Et enfin, on va récupérer le paquet. Alors, packet reception, c'est probablement la fonction la plus compliquée du programme. Pas parce que c'est compliqué techniquement, mais parce qu'il y a beaucoup de cas à prendre en compte. Alors, c'est typiquement la partie redondante dont je n'ai pas parlé dans les parties précédentes, parce que toutes les étapes qui permettent de construire Packet Reception ne sont qu'en réalité une seule étape qui est reproduite plusieurs fois. C'est-à-dire qu'on va essayer à chaque fois d'analyser le début des paquets et puis regarder quel est le premier byte qui est testé par le programme. Et ça va nous permettre de deviner s'il s'agit d'un paquet compressé ou d'un paquet non compressé. Ensuite, il faut faire attention à quelques subtilités puisque le serveur peut envoyer dans un même paquet plusieurs requêtes compressées. Il peut aussi envoyer dans un même paquet des requêtes compressées et des requêtes non compressées. Il peut aussi envoyer le début d'une requête compressée. Bref, c'est vraiment un casse-tête cette fonction et l'astuce principale à découvrir, c'est d'apprendre à utiliser les requêtes padding envoyées par le serveur. En fait, ces requêtes padding sont assez salvatrices puisque elles permettent de dire en gros au client, voilà, ce paquet-là est terminé, tu vas pouvoir le décompresser correctement. Donc du coup, ce qu'on fait dans Packet Reception, c'est que on va récupérer tout le paquet en attendant une requête de type padding. Et dès qu'on récupère une requête de type padding, on arrête d'utiliser la fonction receive et on va traiter tout le contenu. Ensuite, on va comparer la longueur du contenu qui est récupéré par Packet Reception et on va décompresser ce contenu. Si vous vous rappelez, dès le début du premier paquet qu'on est censé récupérer, on va pouvoir récupérer justement l'idée du timer qui va nous permettre de construire toutes les requêtes de vérification. Et enfin, on renvoie le timer. On va peut-être faire un tour justement à la partie chiffrement du mot de passe. Donc nous voilà maintenant dans la fonction qui permet de chiffrer le mot de passe. Vous voyez, elle est hyper simple. Alors c'était un petit peu compliqué à analyser sous l'e-debugger, mais une fois qu'on a bien compris le truc, ça se fait en 4 lignes. Donc on a récupéré notre chaîne magique. Il faudra faire attention à pas oublier les bytes initialisés à 0. Et ensuite, eh bien, on va parcourir tous les caractères du mot de passe et on va les traiter de la manière dont on en a parlé dans la partie 3. Enfin, comme on l'a vu dans la partie 4, on va maintenir une connexion avec le serveur, tout d'abord en utilisant une fonction qui va permettre de mettre à jour le timer, ensuite en utilisant une fonction qui va permettre de récupérer un paquet correctement, et puis une fonction qui va permettre de traiter le paquet. Alors cette fonction, elle n'est pas vraiment indispensable. J'ai envie de dire que si vous voulez rendre un client juste persistant, et puis ensuite envoyer des requêtes pour faire ce que vous voulez, et ne pas forcément vous soucier de ce que le serveur vous renvoie, eh bien il faudrait juste s'assurer qu'il y ait cette fonction, Update Timer Astonia. Les deux autres fonctions, c'est si jamais vous voulez faire un bot assez intelligent qui soit capable de traiter les réponses du serveur pour par exemple connaître la position des monstres, connaître la position des joueurs,
savoir quand attaquer, savoir quand se soigner, etc. Donc on a terminé sur la présentation du code source. On va pas aller plus loin, de toute façon vous pouvez le lire et puis je pense que je l'ai assez bien commenté. Et puis maintenant on va mettre un petit peu tout ça en marche. Nous allons donc dans notre dossier package, puis ensuite dans le dossier source. Nous retrouvons pas mal de fichiers, notamment le fichier bloc-notes que l'on a élaboré tout au long de la vidéo, le code source que l'on vient d'étudier et le programme. On va le lancer. On rentre donc notre login, notre mot de passe. Et voilà, la connexion a réussi. Nous lançons maintenant le client Astonia avec un autre compte. Et voilà, nous retrouvons Mordray qui est connecté en tant que bot. Ce qui est amusant ici, c'est que j'ai fait en sorte qu'on puisse donner un ordre, bon c'est assez rudimentaire, à Mordray. Pour ça, il suffit de lui envoyer un message en lui disant goto, la position à laquelle on veut qu'il aille. Donc pour trouver une position, on fait clic droit sur une case. X est égal à 121 et Y est égal à 162. Et Mordray va s'y déplacer tout seul. Donc c'est quand même assez sympa. Alors vous allez me dire, bon, tout ça pour ça casse quand même pas des briques. Et je vais vous montrer ensuite un autre exemple de programme qui est capable de faire un petit peu mieux. Nous voilà donc sur le deuxième petit bot que j'ai créé. Ce petit bot est quand même un petit peu mieux que le précédent puisque nous pouvons déplacer nos bots en l'occurrence rien qu'avec le clic droit et en cliquant sur la case sur laquelle on veut que les bots se déplacent. Vous remarquerez bien évidemment que cette fois-ci je ne contrôle plus un bot mais 3. Pour les biens de cette vidéo j'en ai contrôlé que 3 mais j'aurais très bien pu faire mieux en contrôlant 4, 5, 6 ou même plus. En plus, ce bot permet d'attaquer le monstre que j'attaque moi. Comprenez que si j'attaque un monstre, tous les bots vont attaquer le même monstre. Donc on va se déplacer, et puis partir à la recherche d'un monstre. En fait, ce qui est génial avec ça, c'est que ça montre les limites de ce que on peut obtenir avec une suite de macros, mais on montre aussi ce que peut donner la rétro-ingénierie. On n'aurait jamais pu obtenir ce résultat avec une suite de macros, mais justement en simulant une suite de clients, c'est-à-dire en simulant un client que je vais en fait répéter 3 fois pour appeler 3 bots, je vais pouvoir obtenir un résultat qui est plutôt intéressant, dans la mesure où on transforme un jeu qui initialement est MMORPG en jeu de stratégie. J'aurais pu pousser encore plus loin la démarche en essayant de mettre des petites images sur mon client Astonia qui représenteraient les différents bots et je pourrais m'amuser à leur donner des ordres distincts, par exemple pour dropper des objets, tuer certains monstres, essayer de soigner leurs équipiers quand ils ont plus assez de vie, etc. Pour l'instant c'est moi qui joue un petit peu le rôle prépondérant puisque je donne les ordres et puis je permets de soigner si vous voulez en tant que mage les autres bots qui sont au combat. Donc cette vidéo va se terminer sur un dernier combat. On va essayer de chercher une mère ours qui est un monstre de niveau 12, sachant que notre plus haut niveau est de niveau 4, et il est évident que tout seul ce n'est pas possible d'affronter cette mère ours. Mais grâce à notre petite armée, on va y arriver. J'espère que cette suite de cours vous a plu, que vous avez appris des choses. Sachant que je ne vous donnerai pas les sources par contre de ce bot là. Prenez ça comme un challenge, essayez de reproduire un petit peu les fonctionnalités que je vous ai montrées. Ce n'est pas très difficile, il n'y a pas tant de choses que cela à rajouter. C'est surtout, voilà, s'amuser à chercher, à faire de l'inférence avec WPE Pro, à jouer un petit peu avec Oli Debugger pour voir quels sont les paquets qui sont envoyés, quel est leur impact sur le fonctionnement, sur le mécanisme du client. C'est un peu tout ça, le reverse engineering. Et sachez que je vous ai présenté quelques outils, mais ce n'est pas les seuls, il y a plein d'autres outils. Donc là, je commence à attaquer Baby Bear avec mes compagnons. Vous voyez que c'est déjà tout de suite plus simple. Et nous voilà vers, si vous voulez, le boss de la vidéo que l'on va affronter à plusieurs. C'est la maman ours. Donc on va l'attaquer à plusieurs.
Et on va essayer de soigner en même temps les personnages qui attaquent. Donc je crois que c'est Wiki là qui se fait attaquer. Hop hop. Et il va mourir évidemment. C'est un échec. Et voilà, on a réussi à tuer la maman ours. Bon, vous n'avez rien vu, c'était derrière les arbres, mais c'est pas très important. On voit que seul Madurt a réussi à survivre. J'ai eu un peu de mal parce qu'il y a des bébés ours qui se sont mêlés au conflit. Mais bon, voilà, clairement on n'aurait pas pu survivre à cette attaque tout seul, surtout à notre niveau. Mais c'était très amusant. Je vous souhaite donc du bon reverse, du bon cracking. Amusez-vous bien. Salut!